Hiver 2006. Il fait un froid glacial en plein cœur de Paris. Oui, on s'en souvient tous de cet hiver-là. Et le long du très pittoresque ce canal Saint-Martin, il y a un campement totalement improbable qui vient d'apparaître. Les fameuses tentes rouges. Exactement. Des dizaines et des dizaines de petites tentes rouges, parfaitement alignées sur les pavés. En fait, c'est l'association Les Enfants de Don Quichotte qui est derrière ce coup d'éclat. Une idée d'une simplicité redoutable au final. Complètement. L'idée, c'était de prendre les sans-abri, donc ceux que la société s'efforce un peu d'invisibiliser dans les recoins sombres de la ville, et de les placer directement sous les projecteurs, en plein centre de la capitale. Et le choc visuel opère instantanément. L'opinion publique est bouleversée. On voit même des citoyens ordinaires qui viennent dormir dans ces tentes par pure solidarité. C'est fou quand on y repense, et face à cette pression populaire et évidemment médiatique, le gouvernement de l'époque se retrouve littéralement dos au mur. Il fallait agir. Et vite. C'est ça. Et c'est de cette crise précise qu'est né un mécanisme administratif très méconnu mais fondamental en France, le dispositif DALO. Aujourd'hui, pour notre exploration de ces documents de formation, notre mission, c'est de décoder tout ça. Oui, comprendre comment l'État français a été acculé par ces tentes rouges, en fait. Voilà comment on est passé d'une vague promesse politique à une obligation légale et stricte de reloger les citoyens les plus vulnérables. Et je dois dire, c'est fascinant de voir la mécanique derrière. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est le basculement juridique. C'est d'une radicalité assez rare en droit administratif. Ah oui, c'est-à-dire. Eh bien, avant cet hiver, et plus précisément depuis une loi de 1995, le droit au logement en France s'était qualifié d'objectif de valeur constitutionnelle. Bon, ça sonne très élégant. Très élégant, oui. Mais derrière cette formule, ça cachait une réalité beaucoup plus souple, une simple obligation de moyens. Donc l'État devait juste faire de son mieux, en gros. C'est ça. L'État devait montrer qu'il mettait en place des politiques, qu'il finançait des foyers, mais si un citoyen restait à la rue, il n'avait absolument aucun levier juridique personnel pour exiger un toit. Le droit au logement, c'était une boussole pour l'État, mais pas du tout un bouclier pour le citoyen, en fait. Jolie formule, mais oui, c'est exactement ça. Puis on arrive à la loi du 5 mars 2007. Et là, le paradigme s'inverse totalement. On passe à une obligation de résultat. Obligation de résultat. Ça change tout. Ça change absolument tout. L'État devient juridiquement responsable. S'il ne propose pas de logement à une personne prioritaire dans des délais très précis, la justice peut le condamner. Pour bien visualiser, c'est un peu la différence entre, disons, un guide de haute montagne pris dans une tempête qui dirait à son groupe Ne paniquez pas, je fais de mon mieux, c'est ça ? « Voilà, je fais de mon maximum pour trouver un abri, croisons les doigts ». Ça, c'est l'obligation de moyens. D'accord. Et la loi de 2007, c'est ce même guide, mais qui aurait signé un contrat stipulant si je ne trouve pas une cabane chauffée avant la tombée de la nuit, chaque membre du groupe a le droit de me traîner en justice. C'est une excellente analogie. Le DALO, ça arme vraiment le citoyen contre l'impuissance de l'État. Mais quand on se penche sur la mécanique, on se rend compte que ce filet de sécurité, il a deux mailles bien distinctes. Oui, on entend toujours parler du DALO, mais il y a aussi le DAO. Absolument. Et cette séparation, elle est cruciale pour répondre à des niveaux de détresse très différents. Le DALO, donc le droit au logement opposable, ça a pour finalité l'obtention d'un logement social pérenne. Donc signer un vrai bail, avoir son propre appartement. C'est ça, un appartement autonome où on peut se projeter. Par contre, le DAO, le droit à l'hébergement opposable, ça vise une mise à l'abri en urgence. On parle de centres d'hébergement, d'hôtels sociaux, ce genre de choses. Exactement. Ou un logement de transition, c'est conçu pour l'urgence absolue. Ou alors pour des personnes dont la situation sociale ou médicale est trop fragile pour assumer tout de suite la gestion complexe d'un logement indépendant. Mais dans les deux cas, c'est la préfecture qui devient le garant ultime. Oui, c'est l'entité qui doit forcer les portes pour trouver la solution. Et c'est précisément là que ça m'interpelle. L'objectif est noble, garantir la dignité humaine, très bien. Mais on le sait tous, on a une crise du logement historique en France. Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, l'État, il ne construit pas les murs lui-même. Voter une loi, ça fait pas apparaître par magie des dizaines de milliers d'appartements vacants. Malheureusement, non. Alors, si le marché du logement social est complètement saturé, est-ce que ce dispositif, c'est pas juste un coupe-fil magique dans une file d'attente qui n'avance pas de toute façon? C'est une excellente question, et c'est vraiment le cœur battant du problème. La loi de 2007, en fait, elle ne résout pas la crise de l'offre. Elle réorganise la gestion de la pénurie. Donc on redistribue la misère en quelque sorte. Si on veut.
Il faut comprendre que sur l'ensemble des logements sociaux, la préfecture dispose de ce qu'on appelle un contingent. C'est un quota de logements réservés qu'elle a le droit d'attribuer directement, souvent autour de 30%. D'accord, donc ils ont quand même une réserve sous la main. Voilà. Et le DALO contraint le préfet à utiliser ce quota, non plus pour des dossiers classiques qui attendent sagement, mais exclusivement pour les personnes en situation de détresse absolue. C'est une réorganisation hyper brutale des priorités en fait, hein. Complètement. L'État vient s'imposer aux bailleurs sociaux en disant oubliez la liste d'attente habituelle, ce dossier passe avant tous les autres, c'est un ordre. Mais pour que ce système de coupe-fil imposé ne fasse pas exploser toute la machine, j'imagine que la porte d'entrée doit être minuscule. Il doit y avoir un filtre de sélection très rigoureux. Le filtre est draconien. Déjà, il suffit pas d'avoir des revenus modestes. Les conditions de base exigent d'être de nationalité française ou d'avoir un titre de séjour valide et de respecter les plafonds de ressources des HLM. Et ensuite, il y a le vrai tamis, les critères d'urgence. Exactement. La loi ne vise pas juste le fait d'être mal logé. Elle cartographie vraiment l'urgence extrême et l'indignité. Donc on y trouve les personnes sans domicile fixe, j'imagine. Évidemment, les personnes à la rue ou ballottées d'un canapé à l'autre. On y trouve aussi les ménages sous le coup d'une procédure d'expulsion. Mais avec un jugement du tribunal, pas juste une menace en l'air. C'est ça, avec un vrai jugement et sans aucune perspective de relogement. La loi intègre aussi les personnes coincées dans des structures d'hébergement temporaire depuis plus de 6 mois. Et j'ai vu dans le document qu'il y a aussi la question de l'intégrité physique. Tout à fait. Vivre dans un logement frappé par un arrêté de péril ou d'insalubrité, un lieu qui est littéralement dangereux. Et enfin, il y a la suroccupation sévère du logement. Suroccupation, c'est-à-dire s'entasser à 8 dans un studio ou... Voilà. Mais à condition qu'il y ait au moins un enfant mineur ou une personne handicapée à charge. Ce sont des critères très précis. Mais il y a un dernier critère, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça révèle quelque chose de très profond sur l'administration. C'est le fameux délai anormalement long. Ah, le délai anormalement long. Vaste sujet. Parce que oui, on peut lancer une procédure DALO juste parce qu'on attend un HLM depuis trop longtemps. Mais la géographie de cette attente, ça donne le vertige. C'est clair. Le délai considéré comme anormal n'est pas national. Il est fixé département par département. Dans les Côtes-d'Armor, par exemple, attendre 2 ans, c'est anormal. D'accord. Dans le Val-de-Marne, il faut attendre 3 ans. Mais à Paris, on parle d'un délai qui peut aller jusqu'à 10 ans pour une famille cherchant un grand appartement. C'est effarant. C'est fou. L'État français a officiellement acté qu'attendre un logement social pendant 9 ans dans la capitale, c'est la normalité administrative. Il faut fêter sa 10e année sur liste d'attente pour que l'institution dise « bon, là, ça devient anormal ». C'est une absurdité bureaucratique fascinante, oui. En fait, c'est la transcription légale de l'effondrement du marché immobilier en Île-de-France. Le droit s'adapte à la réalité du terrain, en somme. Complètement. Le droit administratif s'adapte au manque de foncier, à la spéculation. L'administration sait très bien qu'elle ne peut pas reloger tout le monde en 3 ans à Paris. Donc il repousse le curseur pour éviter les procès. C'est exactement ça. Il repousse le curseur légal de l'anormalité pour éviter d'être condamné en masse. Mais bon, identifier qu'on coche une de ces cases de précarité, c'est une chose. Le prouver à la machine administrative, c'en est une autre. Justement, comment on déclenche ce droit au V? Parce qu'on imagine bien qu'une personne menacée d'expulsion, elle va pas juste envoyer un petit courrier manuscrit au préfet. Ah non. L'administration fonctionne avec une logique de preuve absolue. C'est une procédure gratuite, heureusement, mais extrêmement exigeante. Ça commence par les fameux formulaires CERFA, c'est ça? Voilà. Un formulaire d'une complexité redoutable. Et ce n'est que la couverture du dossier, en fait. Il faut fournir des preuves documentaires béton. Des quittances, des jugements. Oui, l'administration ne croit personne sur parole. Si le logement est insalubre, il faut des rapports des services d'hygiène ou des constats d'huissier. S'il y a expulsion, il faut la copie exacte du jugement. Plus les attestations de la CAF, les avis d'imposition. Ça doit être une charge mentale énorme. C'est colossal. Surtout pour des individus qui sont souvent en mode survie et qui luttent au quotidien pour ne pas sombrer. Et une fois que cette montagne de documents est envoyée, qui a le pouvoir de regarder tout ça et de dire « oui, ce dossier passe en premier ». Le destin du dossier est entre les mains d'une instance clé, qu'on appelle la commission de médiation du département. La COMED. La COMED, d'accord. Elle réunit des représentants de l'État, des bailleurs sociaux, des associations. Son rôle, c'est vraiment d'évaluer la détresse. Et à partir du dépôt, il y a un chronomètre légal qui s'enclenche. C'est-à-dire, ils ont un délai limité? Oui, la COMED a généralement 3 mois pour rendre sa décision. Mais dans les départements sous haute tension, comme en Île-de-France, la loi leur accorde jusqu'à 6 mois.
Et si la Comède dit oui? Si elle valide, le citoyen est déclaré prioritaire et urgent. Le statut PEU. C'est le sésame. La balle passe alors dans le camp du préfet, qui a à son tour entre 3 et 6 mois pour trouver une offre concrète. D'accord. Mais, connaissant la prudence de l'administration, si la Comède dit non, est-ce que c'est la fin du chemin? Le citoyen retourne à la case départ? Pas tout à fait. Le droit administratif prévoit toujours des voies de recours. D'abord, un refus doit obligatoirement être argumenté. Donc, on sait pourquoi on est refusé. Oui, par exemple, la commission peut juger que le logement actuel ne répond pas aux critères stricts de suroccupation ou que les revenus dépassent les plafonds. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Déjà, on maintient sa demande classique de logement social pour garder son ancienneté, via le numéro unique départemental. Ensuite, on peut faire un recours gracieux, C'est-à-dire? renvoyer le dossier avec de nouveaux éléments. Exactement. On a 2 mois pour apporter de nouvelles preuves à la Comidée. Et si ça bloque toujours, on peut saisir le tribunal administratif. Alors là, plongeons dans le scénario le plus explosif. La Comidée a dit oui. La détresse est validée, le délai de 6 mois du préfet s'écoule et il n'a rien trouvé. Et oui, ça arrive très souvent. Le délai expire. L'État devient littéralement hors la loi. Que se passe-t-il quand la puissance publique enfreint ses propres règles? C'est là que l'innovation juridique de 2007 entre en jeu. Le citoyen peut engager un recours contentieux devant le tribunal administratif. Et dans la quasi-totalité des cas de dépassement, le juge va condamner l'État. Il condamne l'État. Ça prend quelle forme? Il va délivrer une injonction, sous astreinte, c'est-à-dire un ordre ferme au préfet, assorti d'une pénalité financière, une amende par jour de retard. D'accord, l'astreinte. Et c'est là qu'il y a un détail fascinant, et souvent très mal compris. Parce que c'est comme si, lors d'un match de foot, un joueur subit une énorme faute dans la surface de réparation. Oui, je vois où vous voulez en venir. L'arbitre siffle, sort le carton, pénalise l'équipe adverse avec une grosse amende, mais au lieu de donner l'argent de l'amende au joueur blessé, l'argent part directement à la fédération de foot pour construire un nouveau stade. C'est exactement ça. C'est une très bonne analogie. L'État est condamné, mais le mal logé ne touche pas un seul centime de cette astreinte. L'argent va où, alors? Il est versé au FNA-VDL, le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. L'État se verse des amendes à lui-même pour financer des actions d'accompagnement social. C'est incroyable. L'objectif, c'est juste de pénaliser le budget de l'État pour le forcer à bouger, pas d'indemniser la victime. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une autre règle très stricte pour le demandeur. Quand l'État finit par faire une proposition, le demandeur n'a droit qu'à une seule offre dite adaptée. Il ne peut pas refuser? S'il refuse sans motif impérieux, comme une inaccessibilité pour un fauteuil roulant, il perd définitivement son statut d'ALO. Le couperet est super brutal. Et quand on regarde la situation en Île-de-France ou en PACA, le système semble être au bord de l'asphyxie totale. C'est le grand constat d'échec du dispositif. Dans ces régions, on a des milliers de gens qui ont tout fait parfaitement, qui ont gagné au tribunal et qui attendent toujours, parfois des années. L'État paie des millions d'astreintes à son propre fonds, mais les murs n'existent pas. Face à ce mastodonte administratif, j'imagine qu'on ne survit pas seul. Qui sont les alliés sur le terrain? L'écosystème associatif est vital. Sans eux, la loi resterait lettre morte. Vous avez la DIL pour le conseil juridique gratuit, le DAL, l'association droit au logement, pour les recours. Et il y a eu un changement historique récent en 2024, non? Ah oui, un détail fascinant. L'acteur historique, la Fondation Abbé Pierre, a changé de nom en 2024. Elle est devenue la Fondation pour le logement des défavorisés. C'est un bouleversement symbolique immense. Oui, il fallait dissocier la cause des actes inacceptables de son fondateur. L'institution devait survivre pour continuer à aider à monter ces fameux dossiers d'ALO, car c'est une question de survie pour les familles. Et cet accompagnement, il ne s'arrête pas quand on obtient les clés. Il y a ce qu'on appelle l'AVDL. Exactement. L'accompagnement vers et dans le logement. Parce que placer quelqu'un qui a vécu des années d'errance dans un appartement brutalement, ça peut provoquer un nouvel échec. Gérer le budget, les voisins. C'est ça. Le travailleur social, qui est d'ailleurs financé par le FNAVDL, donc par les amendes de l'État, s'assure que le relogement se passe bien. C'est vraiment la boucle qui se boucle. Alors, si on résume cette plongée, on est parti des tentes rouges du canal Saint-Martin pour arriver à un État qui se condamne lui-même à payer des amendes pour financer des travailleurs sociaux. C'est un sacré voyage institutionnel. Et pour notre audience, c'est crucial de comprendre ces mécanismes. Comprendre la loi, c'est pouvoir s'en servir. Mais ça laisse quand même une grande question en suspens. Oui, une vraie réflexion. Si le marché immobilier reste bloqué,
et que l'État s'habitue simplement à payer ses astreintes de manière routinière, le droit au logement ne risque-t-il pas de devenir un simple droit à être inscrit sur une liste d'attente certifiée par un juge? C'est la grande question. Un droit juridique peut-il un jour remplacer des briques et du ciment? On vous laisse méditer là-dessus.